Monsieur, je ne représente pas grand-chose, mais je suis disposé à vous donner mon corps contre un toit sous lequel dormir. La veuve, une femme d'une taille immense, proposa cela au cow-boy isolé qui l'avait tellement captivé qu'elle ne souhaitait plus jamais repartir. Cette veuve géante n'avait plus rien. Pas d'époux, pas de maison, aucun espoir, seulement son corps à troquer avec ce vacher solitaire qui avait enseveli son cœur 5 ans auparavant aux côtés de sa femme et de son enfant. Elle s'attendait à ce qu'il accepte, s'attendait à être utilisé comme Silas l'avait utilisé. Elle s'attendait à ce qu'un autre homme prenne ce qu'il désirait et la rejette une fois qu'il en aurait fini. Mais Ezra Dalton regarda cette femme imposante et désespérée qui s'offrait en échange d'un abri. Et au lieu de tendre la main vers son corps, il fit quelque chose qui brisa tout ce que Martha pensait savoir sur les hommes, sur elle-même et sur ce qu'elle méritait, il s'écarta et prononça 5 mots qui allaient changer leur deux vies à jamais. Entrez. Parlons de façon convenable. Les genoux de Martha faillirent se dérober. En 28 années d'existence, aucun homme n'avait jamais utilisé le mot convenable en s'adressant à elle. Le vent traversait son châle mince, transportant l'odeur de la neige à venir sur les plaines du Wyoming, et elle réalisa qu'elle tremblait non pas de froid, mais de confusion. Ce n'était pas ainsi que cela devait se passer. Des hommes comme Silas lui avaient appris exactement ce qu'elle valait. Il prenait, il l'utilisait, il lui rappelait quotidiennement qu'une femme de sa taille n'était pas naturelle, qu'elle devait être reconnaissante pour toute attention, même si elle s'accompagnait de poings et de cruauté. Elle ramassa son sac de voyage avec des mains tremblantes, chaque muscle de son corps tendu, attendant que le piège se referme. Ezra tenait la porte grande ouverte, son visage buriné indéchiffrable dans la lumière déclinante d'octobre. Il était grand lui-même, peut-être 6 pieds, mais mince avec ce genre de force tranquille qui venait d'années de dur labeur plutôt que de violence. Ses cheveux sombres avaient des mèches grises aux tempes, et ses yeux contenaient une tristesse si profonde qu'elle semblait avoir des racines descendant jusqu'au substrat rocheux. L'intérieur du ranch sentait la fumée de bois et la solitude. Tout était propre mais intouché, comme un musée dédié à une vie qui avait cessé d'exister. Martha remarqua immédiatement de petites choses. Un panier à couture de femme dans le coin, couvert de poussière. Une photographie sur le manteau de la cheminée d'une jeune femme tenant un bébé. Tous deux figés dans le temps, tous deux partis. La table de la cuisine était mise pour une personne. Elle avait été mise pour une personne depuis si longtemps qu'il y avait une tache d'usure dans le bois là où l'assiette d'Ezra reposait toujours. « Vous pouvez poser votre sac, » dit Ezra calmement, se dirigeant vers le fourneau où une marmite de quelque chose qui aurait pu être un ragoût reposait froide et oubliée. « Je ne vais pas vous faire de mal, madame. Je ne suis pas ce genre d'homme. » Martha resta figée dans l'embrasure de la porte. « Alors quel genre d'homme êtes-vous » La question sortit plus brusquement qu'elle ne l'avait voulu, aiguisée par toutes les années de déception et de douleur. Ezra se tourna pour la regarder. La regarder vraiment. Et pour la première fois de sa vie, Martha ne vit ni dégoût ni faim dans les yeux d'un homme. Elle vit de la reconnaissance. La reconnaissance d'une chose brisée en voyant une autre. Le genre qui a été là où vous êtes, dit-il. Le genre qui sait ce que c'est que de n'avoir nulle part où aller. Il servit du ragoût dans un bol, ses mouvements lents et délibérés. J'ai besoin d'aide avec le ranch. L'hiver arrive fort, et je ne peux plus gérer seul. Je peux vous offrir le gîte, le couvert et un salaire équitable une fois que les ventes de bétail du printemps auront eu lieu, mais je ne le ferai pas, il fit une pause, sa mâchoire se serrant. Je ne demanderai rien qui ne soit librement donné. Vous travaillez si vous le voulez. Vous partez si vous le voulez, mais ce soir vous mangez, vous vous reposez, et vous décidez demain matin de ce que vous voulez faire. Martha sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Pourquoi? Sa voix se brisa sur le mot. Pourquoi feriez-vous cela? Ezra posa le bol sur la table, et quand il leva les yeux, ses yeux étaient humides. Parce qu'il y a 5 ans, quand ma femme Sarah mourait de fièvre, et que je suppliais Dieu pour sa miséricorde, elle m'a fait promettre quelque chose. Elle a dit, Ezra, ne laisse pas le chagrin te rendre cruel. Si quelqu'un a besoin d'aide, tu l'aides. Tu restes humain. J'ai échoué à cette promesse chaque jour depuis. Mais aujourd'hui, il fit un geste vers la chaise. Aujourd'hui, je vais essayer de la tenir. Le ragoût était le premier repas chaud que Martha avait mangé en 3 jours. Elle essaya de manger lentement, essaya de maintenir une certaine dignité, mais la faim gagna. Ezra ne la regardait pas. Il bougeait dans la cuisine en faisant du café, tranchant du pain, lui donnant de l'espace pour être désespéré sans honte. Quand elle eut finalement fini, raclant le bol jusqu'à ce qu'il soit propre, elle retrouva sa voix.
Mon mari Silas est mort il y a 8 mois dans la mine, dit-elle, les mots trébuchants. Un effondrement l'a emporté ainsi que cet autre. Il a laissé des dettes à la compagnie, à la pension, à la moitié des marchands de la ville. Ils ont tout pris. Les meubles, la vaisselle de ma mère, même mon alliance, bien qu'elle ne valût rien. J'ai travaillé à la blanchisserie pendant un moment, mais les autres femmes. Elle déglutit difficilement. Elle disait que je les mettais mal à l'aise. Disait que je n'étais pas convenable. Disait que j'avais l'air de devoir travailler aux côtés des hommes, pas avec des dames respectables. C'est de la bêtise, dit Ezra d'un ton plat. C'est ma vie, rétorqua Martha. J'ai été trop grande, trop forte, trop excessive depuis que j'ai 12 ans. Silas m'a épousée parce qu'il avait besoin d'aide pour travailler sa concession, pas parce qu'il voulait une femme. Il a rendu cela clair. Très clair. Chaque nuit. Ses mains se serrèrent sur la table. Alors, quand j'ai entendu en ville que vous aviez besoin d'aide, je me suis dit qu'au moins je pourrais choisir cette fois. Au moins je pourrais fixer les termes de ma propre. Elle ne put finir. Elle ne pouvait pas prononcer le mot qui résonnait dans sa tête depuis des semaines. Prostitution, survie, désespoir. Ezra s'assit en face d'elle, sa tasse de café fumant entre ses mains calleuses. Martha, c'est votre nom, n'est-ce pas? Elle acquiesça. Martha, je ne vais pas prétendre que je comprends tout ce que vous avez traversé, mais j'en sais assez sur le fait d'être regardé comme si on était faux d'une certaine manière, comme si on ne s'intégrait pas. Sarah, ma femme, elle était petite et douce et tout ce que les gens disaient qu'une femme devait être. Quand elle est morte, les gens m'ont dit que j'en trouverais une autre, comme si elle était remplaçable, comme si l'amour consistait juste à remplir un espace. Sa voix devint rauque. J'ai appris très vite que la plupart des gens ne voient pas les personnes. Ils voient des formes qu'ils peuvent faire entrer dans leur compréhension. Tout ce qui ne rentre pas est repoussé. Alors, que voyez-vous quand vous me regardez? Demanda Martha, et elle détesta à quel point elle avait besoin de la réponse. Ezra croisa son regard. Je vois quelqu'un qui a survécu à des choses qui auraient brisé la plupart des gens. Je vois quelqu'un d'assez fort pour se tenir sur mon porche et demander de l'aide même si cela a probablement tué votre fierté de le faire. Je vois quelqu'un qui mérite infiniment mieux que ce que la vie vous a donné jusqu'à présent. La gorge de Martha se serra. Elle avait été préparée à la luxure, à la cruauté, à l'indifférence. Mais la gentillesse était dangereuse. La gentillesse vous faisait espérer. Et l'espoir était la chose la plus douloureuse qu'une femme comme elle pouvait porter. La chambre d'amis est par là, dit Ezra en pointant une porte donnant sur la pièce principale. C'est petit, mais c'est chaud. Vous la prenez ce soir. Demain matin, si vous voulez rester et travailler, nous réglerons les détails. Si vous voulez continuer votre route, je vous donnerai des provisions et sans poser de questions. Mais ce soir, vous êtes en sécurité. C'est une promesse. Martha se leva sur des jambes tremblantes, ramassa son sac de voyage et marcha vers la porte. Elle s'arrêta avec sa main sur le cadre. Monsieur Dalton, il leva les yeux. Merci. Les mots semblaient étranges dans sa bouche. Étrangers, comme une langue qu'elle avait oublié comment parler. Quand elle ferma la porte derrière elle et vit la petite chambre, les draps propres sur le lit, une courte pointe pliée aux pieds, une fenêtre avec de vrais rideaux, elle s'assit et pleura pour la première fois depuis la mort de Silas. Pas de tristesse, mais de la possibilité terrifiante et fragile que peut-être, juste peut-être, elle avait trouvé un endroit où elle pouvait arrêter de courir. La première lumière de l'aube se glissa à travers les rideaux, et Martha se réveilla à l'odeur du café et du bacon en train de frire. Pendant un moment, elle oublia où elle était, oublia l'offre désespérée, la gentillesse inattendue, l'espoir impossible. Puis la réalité revint brutalement, et avec elle vint le poids familier de la honte. Elle s'était offerte comme une fille de joie à un étranger. Quel genre de femme cela faisait-il d'elle? Mais son estomac gargouilla, et l'odeur de la vraie nourriture la tira du lit. Elle lissa sa robe du mieux qu'elle put, tira ses cheveux noirs en un chignon serré et entra dans la pièce principale. Ezra se tenait au fourneau, lui tournant le dos, les épaules tendues comme un homme qui n'avait pas bien dormi. La table était mise pour deux. 2 assiettes, 2 tasses, comme si elle comptait assez pour être comptée. « Bonjour », dit-il sans se retourner. « J'espère que vous aimez vos œufs brouillés. Je n'ai jamais pu attraper le coup de main pour les frire correctement. » Les mains de Martha se tordirent dans sa jupe. « Monsieur Dalton, à propos de ce que j'ai dit hier. » Ezra. Il se tourna pour lui faire face,
spatule en main. Si vous devez rester, vous m'appelez Ezra. Et vous ne me devez aucune explication ni excuse pour avoir survécu. Sommes-nous clairs? Elle acquiesça, ne faisant pas confiance à sa voix. Ils mangèrent en silence, mais ce n'était pas inconfortable. C'était le silence de deux personnes qui avaient toutes deux appris que les mots pouvaient être des armes, et que parfois le calme était plus sûr. Quand les assiettes furent propres, Ezra recula de la table. Le ranch a besoin de beaucoup de travail, dit-il, son ton étant maintenant professionnel. Les clôtures ont besoin d'être réparées avant que la neige n'arrive. Le toit de la grange a des fuites. J'ai environ 40 têtes de bétail qui ont besoin de soins et le poulailler tombe en ruine. J'ai laissé les choses aller depuis. Il s'arrêta, s'éclaircit la gorge. Depuis que j'ai cessé de me soucier de savoir si elles étaient faites ou non. Si vous restez, j'ai besoin d'une vraie aide. Pas seulement la cuisine et le ménage, bien que cela compte aussi. J'ai besoin de quelqu'un qui n'a pas peur du travail acharné. Martha se leva. Et pour la première fois depuis son arrivée, elle s'autorisa à se tenir de toute sa hauteur au lieu de se voûter pour paraître plus petite. J'ai travaillé la concession de Silas pendant 6 ans. Je peux manier une hache, réparer une clôture, gérer le bétail. Je suis plus forte que la plupart des hommes que vous embaucheriez. Quelque chose scintilla dans les yeux d'Ezra. Pas de l'inconfort, mais du respect. Alors nous avons un accord. Vous travaillez le ranch. Je fournis le gîte et le couvert. Au printemps, quand le bétail se vendra, vous aurez un salaire équitable. 20 $ par mois. La même chose que je paierais à n'importe quel ouvrier. C'est trop, souffla Martha. 20 $ était plus que ce qu'elle n'avait jamais eu en une seule fois dans sa vie. C'est juste, corrigea Ezra. Vous faites le travail, vous obtenez la paix. Pas de charité. Nous sommes partenaires pour faire tourner cet endroit. Il tendit la main. Marché conclu. Martha regarda sa main tendue, calleuse, honnête, offrant quelque chose qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Le respect. Elle la serra fermement. Marché conclu. Les semaines suivantes se fondirent dans un rythme dont le corps de Martha se souvenait, mais que son cœur avait oublié. Elle se réveillait avant l'aube, allumait le feu, faisait du café assez fort pour décaper la peinture. Ezra apparaissait, silencieux et efficace, et ils travaillaient côte à côte alors que le soleil grimpait au-dessus des collines du Wyoming. Elle découvrit qu'ils ne mentaient pas sur le besoin d'aide. Le ranch tenait à peine ensemble, comme Ezra lui-même. Les clôtures s'affaissaient, les portails pendaient de travers. La grange avait des brèches dans les murs où le vent hurlait. Mais Martha savait comment réparer les choses. Elle l'avait toujours su. À la fin de la première semaine, elle avait rapiécé le poulailler, et les poules pondaient à nouveau. À la deuxième semaine, elle avait réparé la moitié de la clôture du pâturage. Ses mains étaient couvertes d'ampoules, mais satisfaites. Ezra la regardait travailler avec quelque chose ressemblant à de l'émerveillement, comme s'il ne pouvait pas tout à fait croire qu'elle était réelle. « Vous êtes doué pour ça », dit-il un après-midi alors qu'elle enfonçait un poteau dans le sol gelé avec des frappes puissantes et précises. « Je suis doué pour survivre », répondit Martha, enfonçant le poteau à sa place avec un dernier coup. « Il n'y a pas grand-chose d'autre que je sache faire. » « Ce n'est pas vrai », Ezra lui tendit le poteau suivant. « Vous êtes doué pour beaucoup de choses. Vous avez juste été entouré de gens trop stupides pour le remarquer. » Les mots s'installèrent dans la poitrine de Martha, chauds et peu familiers. Elle voulait les croire. Voulait croire que peut-être elle n'était pas juste un fardeau ou une erreur. Mais des années de la voix de Silas dans sa tête lui disant qu'elle avait de la chance qu'il l'ait épousée, que personne d'autre ne voudrait d'un monstre géant, rendait la croyance dangereuse. Ce soir-là, Martha fit un ragoût de venaison à partir d'un cerf qu'Ezra avait abattu, ajoutant des herbes sauvages qu'elle avait trouvées près du ruisseau. Quand Ezra prit sa première bouchée, il s'immobilisa. « C'est vraiment bon, Martha. C'est juste du ragoût. » « Non. » Il secoua la tête et sa voix s'épaissit. Sarah avait l'habitude de faire du ragoût comme ça. Je n'ai goûté à rien qui me rappelait la maison en 5 ans. Merci. La gorge de Martha se serra. Elle avait fait se souvenir un homme de l'amour au lieu de juste la perte. Cela ressemblait à quelque chose. Cela ressemblait à avoir de l'importance. Ils mangèrent ensemble. Et après, Ezra ne disparut pas dans sa chambre comme il l'avait fait toutes les autres nuits. Au lieu de cela, il s'assit près du feu, et Martha se retrouva assise en face de lui, raccommodant l'une de ses chemises. « Parlez-moi de Sarah, dit-elle doucement.
Si vous le voulez. Ezra fixa les flammes, son visage à moitié dans l'ombre. Elle était petite, m'arrivait à peine à l'épaule, avait un rire qui sonnait comme des cloches. Nous nous sommes mariés jeunes. J'avais 19 ans, elle en avait 17. Tout le monde disait que nous étions trop jeunes, mais on s'en fichait. On a construit cet endroit ensemble planche par planche. Ses mains agrippèrent ses genoux. Elle voulait tellement des enfants. On a essayé pendant des années. Finalement, elle est tombée enceinte. Nous étions si heureux, Martha. Si sacrément heureux. Elle a eu un garçon, Thomas. Une petite chose parfaite avec ses yeux et mon menton têtu. Que s'est-il passé? Chuchota Martha. La fièvre est passée par là cet hiver-là. Sarah l'a attrapé en premier, puis le bébé. J'ai chevauché pour chercher le docteur, mais la neige était trop profonde. Le temps que je revienne. Sa voix se brisa. J'ai tenu mon fils pendant qu'il mourait. Je ne pouvais rien faire d'autre que le tenir. Sarah est partie 2 jours plus tard, m'a fait promettre de rester humain. Puis elle était partie. Les yeux de Martha brûlaient. Je suis désolé. J'ai arrêté de vivre après ça, continua Ezra. J'ai continué à respirer, continué à travailler, mais je n'étais pas vivant. Juste en attente de mourir, je suppose. Puis vous êtes apparu sur mon porche et pour la première fois en 5 ans j'ai ressenti quelque chose d'autre que le vide. Il la regarda. Je me suis senti nécessaire et cela m'a fait une peur bleue. Martha comprenait. Je me fais peur aussi, admit-elle. Chaque fois que je commence à me sentir en sécurité. Je me souviens que la sécurité ne dure pas. Que les gens partent ou meurent ou décident que vous ne valez pas la peine d'être gardé. Silas vous a vraiment abîmé, n'est-ce pas? Silas a juste dit tout ce que tout le monde pensait, dit Martha avec amertume. Que je suis trop grande, trop forte, trop masculine. Que je devrais être reconnaissante que n'importe quel homme veuille me toucher. La mâchoire d'Ezra se contracta. Silas était un sacré imbécile. Peut-être, mais il n'avait pas tort. Si, il avait tort. Ezra se pencha en avant, ses yeux intenses. Martha, est-ce que vous m'écoutez? Il avait tort. Vous n'êtes trop de rien du tout. Vous êtes forte et capable et honnête. Vous travaillez plus dur que n'importe quel homme que j'ai jamais connu. Vous faites que cet endroit ressemble à une maison à nouveau au lieu d'un tombeau. Tout homme qui ne pouvait pas voir ça était aveugle et stupide. Et vous méritiez mieux. Les mains de Martha s'immobilisèrent sur le raccommodage. Pourquoi cela vous importe-t-il? La question sortit à vif, vulnérable. Pourquoi cela vous importe-t-il ce que je pense de moi-même? Ezra soutint son regard. Parce que j'ai passé 5 ans à ne me soucier de rien. Et maintenant je commence à me soucier à nouveau. Et c'est à cause de vous. Parce que vous me rappelez qu'il y a encore de bonnes choses dans ce monde. Encore des raisons d'essayer. L'air entre eux changea. Chargé de quelque chose pour lequel aucun d'eux n'avait encore de nom. Le cœur de Martha martelait contre ses côtes. C'était dangereux. C'était l'espoir portant un visage différent. C'était le genre de chose qui pouvait la briser complètement si cela tournait mal. Elle se leva brusquement. Je devrais aller me coucher. Tôt demain matin. Martha. Ezra se leva aussi. Je ne voulais pas. Vous n'avez rien fait de mal, l'interrompit-elle. C'est ça le problème. Vous continuez d'être gentil. Et je ne sais pas quoi faire avec la gentillesse. Je sais seulement comment gérer la cruauté. Elle s'enfuit dans sa chambre avant qu'il ne puisse répondre. Avant que les larmes ne puissent tomber, avant qu'elle ne puisse faire quelque chose de stupide comme croire qu'un cow-boy solitaire pourrait la voir comme autre chose qu'une aide pratique. Mais alors qu'elle était allongée dans son lit à regarder le plafond, elle ne pouvait s'empêcher de repasser ces mots en boucle. Vous faites que cet endroit ressemble à une maison à nouveau. De l'autre côté de sa porte, Ezra resta debout un long moment. Sa main se leva pour frapper, pour dire quelque chose, pour réparer d'une manière ou d'une autre ce qu'il avait brisé. Mais il laissa sa main retomber. Certaines choses ne pouvaient pas être précipitées. Certaines personnes avaient besoin de temps pour apprendre qu'elles valaient la peine d'être désirées. Il alla dans sa propre chambre, mais pour la première fois en 5 ans, il ne dormit pas seul avec des fantômes. Il dormit avec une possibilité. Le lendemain matin, Martha trouva une nouvelle paire de gants de travail sur la table de la cuisine. Des gants en cuir épais qui iraient réellement à ses grandes mains. Pas de notes.
Pas d'explication. Juste un cadeau qui disait « Je vous vois. Je vois ce dont vous avez besoin. » Elle les mit et ils allaient parfaitement. Quand elle sortit, Ezra était déjà à la grange et il lui fit un signe de tête comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Martha commençait à croire qu'elle pourrait valoir la peine d'être gardée après tout. L'hiver resserra son emprise sur le ranch. Le travail devint plus dur, brisant la glace sur les abreuvoirs, empêchant le bétail de geler, luttant à travers les congères pour atteindre la grange. Mais Martha s'épanouit. Son corps était bâti pour le travail dur. Et pour la première fois de sa vie, quelqu'un appréciait cela au lieu de le ressentir. Ezra comptait sur sa force, faisait confiance à son jugement, la traitait comme une partenaire égale au lieu d'une servante ou d'un fardeau. Et lentement, prudemment, ils devinrent quelque chose de plus que des partenaires. Cela commença petit. Ezra s'assurant qu'il y avait du café chaud qui l'attendait quand elle rentrait des corvées du matin. Martha laissant des biscuits enveloppés dans un tissu sur son établi quand il sautait des repas. Ils s'asseyaient près du feu après le dîner, parlant de tout et de rien. Enfance, rêve qu'ils avaient abandonné, peur qu'ils n'avaient jamais dit à voix haute. Ezra lui parla de l'apprentissage du lasso avec son père. Martha avoua qu'elle avait toujours voulu apprendre à mieux lire, mais Silas avait dit que l'éducation était gâchée pour les femmes. « Je pourrais vous apprendre », offrit Ezra doucement. « J'ai quelques livres. Rien de chic, mais, vous feriez ça. » La voix de Martha était petite. « Martha, je ferai à peu près n'importe quoi pour vous voir sourire. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, honnêtes et terrifiants. Ce soir-là, Ezra sortit le vieux manuel de Sarah, et ils s'assirent côte à côte à la table, son épaule touchant la sienne, sa patience infinie alors qu'elle trébuchait sur les mots. Quand elle lut enfin une phrase entière sans aide, elle leva les yeux vers lui avec une telle joie qu'Ezra oublia comment respirer. « Je l'ai fait », chuchota-t-elle. « Vous l'avez fait », approuva-t-il, et sa main couvrit la sienne sur la table. Aucun d'eux ne bougea. Aucun d'eux ne se retira. Le feu crépitait, le vent hurlait dehors, et à l'intérieur, deux personnes brisées commençaient à croire qu'elles pourraient être capables de se guérir l'une l'autre. L'assiette glissa des mains de Martha et se brisa sur le sol de la cuisine. Elle se figea, les bras volant en position défensive, tout son corps se préparant pour le coup qui venait toujours après avoir cassé quelque chose. Silas lui avait enseigné cette leçon avec ses poings. Les femmes maladroites méritaient une punition. Mais le coup ne vint jamais. Au lieu de cela, Ezra s'agenouilla lentement, prudemment, comme s'il approchait un cheval effrayé. Il commença à ramasser les morceaux brisés, ses mouvements délibérés et doux. « Qui vous a appris que vous méritiez d'être frappé ?» Sa voix était douce, mais la colère bouillonnait en dessous, pas contre elle, mais pour elle. Martha ne put répondre. Sa gorge s'était complètement fermée. Elle restait là à trembler, les bras toujours levés, attendant que la réalité se corrige, que cet homme montre sa vraie nature. Martha. Ezra se leva, les morceaux brisés bercés dans ses mains. « Regardez-moi. » Elle força ses yeux vers le haut. « Vous êtes en sécurité ici. Tant que vous êtes sous mon toit, personne ne lèvera la main sur vous. Pas moi. Pas quiconque. Vous comprenez ? » Elle acquiesça. Mais les larmes vinrent quand même. Chaudes, honteuses, imparables. Ezra posa les morceaux et ouvrit ses bras, ne saisissant pas, offrant juste. Martha s'effondra contre lui, et il la tint pendant qu'elle sanglotait contre sa poitrine. 5 ans de douleur se déversant par vagues déchirantes. « Il vous frappait ?» dit Ezra calmement. « Ce n'est pas une question. Chaque fois que je n'étais pas assez rapide, assez bonne, assez silencieuse, réussit à dire Martha. Il disait que je devrais être reconnaissante qu'il me garde. Disait que personne d'autre ne voudrait d'un monstre comme moi. » Les bras d'Ezra se resserrèrent autour d'elle. « C'est un sacré mensonge. Vous m'entendez, Martha ? Cet homme était un lâche et un imbécile, et tout ce qu'il vous a dit était du poison. » Il se recula juste assez pour prendre son visage en coupe, ses pouces essuyant les larmes. « Vous êtes belle. Vous êtes forte. Vous êtes la meilleure chose qui soit arrivée à ce ranch, à moi, en 5 ans. Ne laissez plus jamais sa voix dans votre tête vous dire le contraire. J'ai peur, chuchota-t-elle. De quoi ? De vous croire, d'espérer que c'est réel, de le perdre. Ezra pressa son front contre le sien. J'ai peur aussi. Terrifié. Mais je préfère être terrifié avec vous que n'homme sans vous. Le baiser arriva comme la rupture d'un barrage,
désespéré, affamé, réel. Martha avait été embrassée avant, mais jamais comme ça. Jamais comme si elle était précieuse. Jamais comme si chaque centimètre d'elle comptait. Les mains d'Ezra tremblaient alors qu'elle traçait sa colonne vertébrale. Révérencieuse et sûre. Quand ils se séparèrent enfin, respirant tous deux difficilement, il posa sa main sur son cœur. « Restez avec moi, dit-il. Pas comme aide embauchée. Pas par désespoir. Restez parce que vous le voulez. Parce que cette chose entre nous est réelle, et que je sois damné si je laisse la peur la voler. Et si la ville, laissez-les parler. Je me fiche de ce qu'ils pensent. » Mais la ville avait d'autres plans. 3 jours plus tard, ils allèrent en ville pour des provisions. Les chuchotements commencèrent au moment où ils entrèrent dans le magasin général. Les femmes écartaient leurs jupes comme si Martha portait une maladie. Les hommes ricanaient et se donnaient des coups de coude. Le propriétaire du magasin, M. Brennan, refusa de la servir. « Nous ne servons pas les femmes aux mœurs douteuses, dit-il froidement. Le poing d'Ezra s'abattit sur le comptoir. « Vous servirez ma partenaire avec respect ou vous ne verrez plus jamais un sou de moi ou de n'importe quel éleveur que je connais. » Partenaire ? Madame Blackwood, la femme du banquier, ria cruellement. « C'est comme ça qu'ils appellent ça maintenant ? Tout le monde sait ce qu'elle est, Monsieur Dalton. Une femme désespérée vivant dans le péché avec un ermite. Vous avez ruiné le peu de réputation qu'il vous restait. » Martha ressentit les mots comme des coups physiques. Elle se tourna pour partir, pour courir, pour disparaître, mais Ezra attrapa sa main. « Madame Blackwood, dit-il, sa voix mortellement calme. Martha Hawthorne vaut 10 d'entre vous. Elle travaille plus dur, aime plus profondément, et a plus d'intégrité dans son petit doigt que toute cette ville réunie. Si vous ne pouvez pas voir ça, c'est parce que vous êtes trop borné pour reconnaître la vraie qualité. » Il jeta de l'argent sur le comptoir, attrapa les provisions sans attendre l'approbation de Brennan, et mena Martha dehors. Mais le mal était fait. Ce soir-là, elle fit son sac de voyage. Ezra trouva Martha dans la grange à l'aube, son sac fait, ses épaules voûtées de cette manière qui la faisait paraître petite malgré sa taille. Les chevaux hennissaient doucement dans leur stalle, et la lumière du matin filtrait à travers les fentes du bois, peignant tout en or et fragile. « Où croyez-vous aller » Sa voix était rauque de sommeil et de panique. « Vous méritez mieux que ce que je vous apporte, » dit Martha sans se retourner. « Ils ont raison. Je ruine votre vie, votre réputation, tout. Arrêtez. » Il la rejoignit en 3 enjambées, la faisant pivoter. « Vous ne décidez pas de ce que je mérite. Vous n'avez pas le droit de fuir parce que vous avez peur. Je n'ai pas peur. Je suis terrifié. Pareil pour moi. » Ses mains agrippèrent ses épaules. « Je suis terrifié à l'idée de vous perdre. Terrifié de ne pas mériter cette seconde chance au bonheur. Mais je sois damné si je vous laisse partir parce que quelques imbéciles bornés ne peuvent pas voir ce que je vois. Et que voyez-vous » La voix de Martha se brisa. Ezra mit un genou à terre juste là dans la grange, tirant une bague de sa poche, la bague de sa mère. De l'or simple usé par l'âge. « Je vois mon avenir. Je vois ma partenaire. Je vois la femme que j'aime. Épousez-moi, Martha. Pas parce que vous avez besoin d'un toit. Pas parce que j'ai besoin d'aide. Épousez-moi parce que je ne peux pas imaginer me réveiller un autre jour sans vous à mes côtés. Parce que vous me donnez envie de vivre à nouveau au lieu de juste survivre. Parce que j'aime chaque centimètre magnifique de vous. Et je veux passer le reste de ma vie à prouver que vous valez tout. Je ne peux pas vous donner d'enfant, s'étrangla-t-elle. Silas a dit que j'étais stérile, sans valeur. Alors Silas était un imbécile. Les yeux d'Ezra flambaient. Vous m'avez déjà donné plus que je n'ai jamais espéré. Vous m'avez donné une raison de rire à nouveau, d'espérer, de croire que les choses brisées peuvent guérir si elles trouvent le bon ajustement. Je n'ai pas besoin d'enfant, Martha. J'ai besoin de vous. Elle pleurait maintenant, des larmes laides et honnêtes ruisselant sur son beau visage. J'ai peur de me réveiller et que ce ne soit pas réel. Alors je vous rappellerai chaque matin que ça l'est. Il glissa la bague à son doigt. Dites oui, s'il vous plaît, Martha. Dites oui. Oui. Le mot sortit comme une prière. Oui. 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 Ezra se leva et l'embrassa comme si elle était de l'air et qu'il se noyait. Cette nuit-là, il fit l'amour à sa femme avec la révérence d'un homme qui comprenait qu'on lui avait donné quelque chose de précieux. Il toucha chaque cicatrice,
embrassa chaque centimètre qu'on lui avait appris à cacher, et chuchota contre sa peau, « Vous êtes parfaite. Chaque partie de vous. » 6 mois plus tard, Martha se tenait dans son jardin, de la terre sous ses ongles, le soleil réchauffant son visage. La ville avait lentement appris à la respecter, ou du moins craignait assez la colère d'Ezra pour rester tranquille. Elle avait trouvé un travail qui la comblait, une terre qui était la sienne, un homme qui la voyait vraiment et aimait ce qu'il voyait. Ezra lui apporta du café, embrassa sa tante. « À quoi pensez-vous ? À comment j'ai failli fuir. Comment j'ai failli manquer ça. » Il la tira contre lui. Cette femme magnifique qu'il avait sauvée autant qu'il l'avait sauvée. « Je vous aurais poursuivi, je vous aurais suivi jusqu'au bout du monde pour vous ramener à la maison. »« Maison » répéta Martha, goûtant le mot. Pour la première fois de sa vie, elle savait exactement ce que cela signifiait. Pas un endroit, pas 4 murs et un toit. La maison était partout où cet homme était, partout où elle était vue et valorisée et aimée complètement. Elle était enfin magnifiquement chez elle. La veuve géante qui pensait ne rien valoir avait trouvé un cow-boy solitaire qui lui avait montré qu'elle valait tout. Et ensemble, ils bâtirent un amour dont tout le territoire se souviendrait. Le genre d'amour qui prouvait que les secondes chances étaient réelles. Que les cœurs brisés pouvaient guérir. Et que parfois les gens que le monde rejette sont les trésors les plus précieux de tous. Si cette histoire a touché votre cœur et vous a rappelé que vous valez plus que ce que le monde vous a dit, appuyez sur cette cloche de notification pour ne jamais manquer une autre histoire qui restaurera votre foi et votre amour. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez. Construisons une communauté de personnes qui croient aux secondes chances et à l'amour qui guérit.